You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2021, le 15e de la 3e saison de Cold Facts. On s'est un peu lâché, on a quasiment fait 1h30 d'émission. On va revenir sur les cadres clubs romans. Bien sûr, on parlera aussi de nos pronostics. On reviendra sur les matchs, notamment le match Fribourg-Bienne qui a eu lieu mardi soir, sur la quarantaine qui frappe en ce moment le Lausanne Hockey Club alors qu'ils étaient dans un bon trend. Bref, vous verrez tout ça et on se réjouit de vous retrouver cette année. Salut Greg. Salut, bonne année. Salut. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Ça fait plaisir d'être de retour en 2021. On s'attendait à ce que tout change parce que c'est la fin de l'année. Alors 2021 sera mieux. Ben non, en fait, c'est la même caque, mais c'est pas grave. On est quand même toujours là. Il y a toujours du hockey, donc tant mieux. Ouais, il y a toujours des quarantaines. Il y a toujours des quarantaines. Non, c'est la même chose. Ça n'a rien changé, à part qu'on se trompe. On se trompe en mettant la date. On met toujours 20, mais c'est bientôt bon. On va y arriver. Journée complète pour commencer l'année. C'était trop beau, ça n'a pas duré. Hein. Dès mardi, on a eu un nouveau club en quarantaine. C'était Lausanne, premier de l'année. Félicitations à eux. Donc on n'a que 5 matchs, mais on va pas parler de ça. On reviendra sur Lausanne et Genève en fin de podcast. D'abord, priorité à ceux qui ont joué finalement. Exactement, place à l'actu un peu plus chaude, on va dire. On commence par Fribourg. Par Fribourg, c'était quand on s'est quitté, on a eu combien de matchs de leur part 2 finalement. Je crois qu'ils n'ont pas joué le 30. Il y a eu le fameux match pourri, pour reprendre l'expression de Christian Dubé. J'étais à l'interview, c'était un drôle de moment d'interview. Ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à Davos l'année passée, où il avait à peu près découpé toute son équipe. Là, non, il a dit c'était pourri. On va pas vous passer l'extrait parce qu'il n'est pas de suffisamment bonne qualité. Mais oui, passer l'extrait, on peut raconter. Je pense qu'il l'a dit 75 fois, pourri de suite. Environ. Chaque fois que je voulais poser une question. Une petite relance. Chaque fois que je voulais poser une question, c'est non, mais il n'y a rien à dire, c'est pourri. Bon, alors c'était pourri, donc visiblement à Ambry. Effectivement, on ne peut pas lui donner tort. C'était un match complètement raté de Fribourg, mais du premier au tout dernier shift, il n'y a rien qui n'a fonctionné. Et Fribourg avait terminé la saison, l'année 2020 avec 5 victoires de suite. On se disait, oui, Fribourg gagne ses matchs, mais est-ce qu'on attend quand même de voir si cette équipe, elle en a encore sous la pédale face à des plus grands calibres, etc. Puis là, tu te retrouves à Ambry, début d'année, un 5-0, une baffe. Ça donnait on pouvait gentiment se dire, ok, c'est quoi le vrai Fribourg ? C'est celui qui a aligné les victoires en fin d'année, ou ce qu'on a vu à Ambry, c'est les prémices d'un petit coup de mou. Il y a eu le match contre Bienne qui était quand même un peu plus rassurant pour les Fribourgeois, j'imagine. Parce qu'Ambry, à Ambry, pour y revenir encore 2 secondes, powerplay catastrophique, alors que c'est quand même une des armes majeures de Fribourg-Gotteron. On en reparlera par rapport au match de Bienne. Powerplay catastrophique. Le jeu à 5 contre 5, ils étaient en retard sur absolument tous les duels, mais vraiment, sans rigoler, 2 fois, j'ai compté les joueurs d'Ambry pour être sûr qu'ils n'étaient pas 6. Et c'est vraiment pas une blague. Hein. Je me dis, mais c'est pas possible, ils sont un de plus, Ambry, sur la glace. À 2 reprises durant le match. Non, ils étaient bel et bien 5, et Fribourg aussi, mais ça se voyait vraiment pas. Je parle assez souvent de la capacité de certains joueurs de Fribourg, notamment Di Domenico, à sortir tout le temps gagnant des duels. Et il n'a pas gagné un de la soirée, il était brouillon comme rarement. Et il manquait Stolberg. Au bout d'un moment, quand Stolberg joue, ça change beaucoup de choses. Pourtant, je trouve difficile de résumer une équipe à un joueur. Ils ont perdu avec Stolberg aussi. Ils ont aussi perdu avec Stolberg. Mais il apporte tellement ce joueur, c'est incroyable. Et on a vu contre Bienne dès mardi. Il est sur la glace. La première ligne fonctionne mieux. Donc tu as quand même 20 minutes de temps de jeu où ça va mieux avec la Stolberg, Desharnais, Motet qui carbure tout le temps. C'est un tiers du match où tu as eux sur la glace et donc il se passe quelque chose de positif. Et ça fait une sacrée différence. C'est pas un joueur qui change tout, c'est la présence de ce joueur qui va rendre 2 autres joueurs meilleurs. Et du coup, quand tu as Stolberg, tu as un bon Desharnais, tu as un excellent Kylian Motet, puis ils n'étaient pas là à Ambry, ces joueurs-là. Tu posais la question au début, est-ce qu'on a vu le vrai Fribourg pendant sa série de 5 victoires ? Est-ce qu'on a vu le vrai Fribourg sur cette défaite 5-0 ? On va dire que la vérité est au milieu. Toujours. Que c'était peut-être un peu trop beau de gagner 5 matchs de suite et qu'il y a eu
un excès de confiance qui est légitime, qui arrive à peu près à toutes les équipes. On dira que Zurich a tenu 8 matchs avant d'avoir cet excès de confiance. Mais finalement, quand tu vas perdre à Langnau pour Zurich, on est dans une situation assez analogue à ce que Fribourg a fait, où ça passe pas. Je pense que Grunborg était dans le même état d'esprit que Christian Dubé, en disant que c'était un match pourri à oublier et que le contingent de Zurich est encore plus talentueux que celui de Gotteron. Donc, d'avoir une passe comme ça, un match où ça va pas, c'est pas forcément... je le pardonnerais presque plus, finalement, à Fribourg qu'à Zurich. Dans ce cas-là, et Zurich en a eu d'autres. On se rappelle aussi à Ambry, un match où ils étaient passés à côté. Sur une saison, c'est inévitable. Par contre, parce que ce qui est important dans ce genre de cas, et Fribourg l'a montré contre Bienne, c'est d'être capable de réagir. Et après 10 minutes contre Bienne, tu dis là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Complètement, c'était pas bon du tout. C'était vraiment pas bon. T'avais un peu l'impression de revivre le même match que contre Ambry, où Bienne était un peu plus rapide et sorti un peu plus fort que Fribourg. Et par contre, alors après, là, c'est devenu assez impressionnant, je trouve, parce que il y a eu un power play qui a aidé Fribourg à débloquer aussi. Motet, évidemment. Et derrière, Bienne n'a plus vraiment existé. Donc, Fribourg a passé totalement logiquement l'épaule, de manière assez impressionnante. Parce qu'il y a eu certaines victoires de Fribourg où tu dis, ok, ils ont été bons, mais Berra a dû tenir la baraque, Berra les a tenus dans le match longtemps. Là, c'est pas tout à fait le cas, j'ai l'impression. Nombre de shoots, 37-28. Alors, encore une fois, les shoots, il faut toujours faire attention, mais dans les deux sens. Quand Fribourg concède 53 shoots, il faut aussi faire attention à toute la qualité des shoots. Là, c'est 37-28. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est dans la manière dont ils ont muselé Bienne qui m'a un peu plus impressionné finalement. Et Bienne s'est créé finalement assez peu d'occasions. Berra, les arrêts qu'il a fait, j'ai l'impression qu'ils étaient assez simples. Et le seul but biennois, c'est un power play avec un tir incroyable au passage de Fabio Offer. C'est magnifique. Mais sinon, bref, Fribourg a vraiment dominé le match et a marqué ses buts en power play. Puis c'est une recette qui est tellement simple pour gagner un match finalement. J'aime beaucoup le but de Motet, le 2-1, où il va prendre la lucarne. Le tir part très très vite. Quelle précision. D'ailleurs, ça me fait penser que sur le plateau de MySports, si je me rappelle bien, Alain Miéville, à la première pause, il y avait 1-1. Et il a dit, si Fribourg maintient, Fribourg va gagner. Il avait peu de... Il laissait peu de place au doute, lui. Je pense que s'il avait dû mettre une pièce, à ce moment-là, il la mettait sur Fribourg. Clairement, il avait senti que les Dragons avaient pris l'ascendant, pour le coup, sur Bienne. Et après 2 tiers, c'est 30-18 au niveau des shoots. Ouais. Donc, arrivé à museler Bienne. Et pourtant, Bienne, Van Pottelberger était sur un très bon trend. Il avait un bon pourcentage d'arrêts. Là, il ne peut pas grand-chose. Non, il n'y a rien à dire alors. Mais c'est impressionnant. Tu mentionnais, au-delà de Motet, le power play de Fribourg. Là, tout d'un coup, quand ça tourne, c'est vraiment joli. Et je me souviens aussi que je pense que c'était lors de l'engagement de Stolberg et Desharnais. On était assez impatients de voir ce que ça pourrait donner. Parce que sur le papier, je me souviens des matchs de préparation, mais alors pour le coup, ça doit être en 2019. C'était alléchant de voir ces joueurs-là sur la glace, en se disant, il y avait encore un Sprunger qui était un tout petit peu plus jeune. On imaginait que les 5 joueurs sur la glace, avec Gunderson à la pointe, avec peut-être 4 attaquants, ça pouvait donner quelque chose. Et ça ne tournait pas au début. C'était encore avec Mark French, et ça n'allait pas du tout. Et finalement, avec Christian Dubé, c'est mieux allé. Mais là, est-ce que maintenant, finalement, on a le vrai powerplay de Fribourg, ou est-ce qu'on est tombé aussi sur un match où finalement tout roule ? Fribourg, c'est 26,39% de réussite au powerplay. Est-ce que c'est vraiment tenable sur une saison à ce niveau-là ? Je ne suis pas sûr. Rappelle-toi, Bienne Bienne l'a fait. On disait toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va se calmer. Au moment ça va se calmer, ça ne s'est jamais calmé la saison dernière. Et Bienne est de nouveau là devant, à part ça, 25,58. Ils sont deuxième dans ce classement des powerplay. Et sans Tormennen, c'était ça qui était assez drôle, c'est de se dire que tu changes d'entraîneur par la force des choses, mais tu conserves la même efficacité dans ce secteur de jeu. Exactement. Puis 72 occasions, 19 buts en powerplay. Donc c'est des soirs comme contre Bienne, justement, où pour éviter de
de trop gamberger après un match difficile à Ambry, t'es mené 1-0 rapidement par Bienne. Qu'est-ce qui te sauve? C'est un powerplay, ça permet d'égaliser, puis derrière tout devient un petit peu plus simple. Ça a déjà gagné pas mal de points à Fribourg, mais ça va continuer effectivement parce que Stolberg, Desharnais, Motet, ils se trouvent les yeux fermés à 5 contre 5, mais en powerplay ça va aussi. C'est Motet qui a fait les gros titres avec 4 points, un but, 3 passes décisives. Mais moi j'insiste sur Victor Stolberg, mais il est tellement dominant en ce moment. Et c'est le joueur qui avait imaginé engager Christian Dubé la saison dernière. Il n'avait pas été aussi dominant qu'il ne l'est actuellement. Il avait 31 points en 46 matchs. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas au niveau de ce qu'il avait fait à Zug la première saison avant qu'il parte en catimini durant la deuxième. Il était à 1 point par match. Et là, il y a de nouveau 19 matchs, 21 points. Et sur les 8 derniers matchs, il a 9 points. Donc c'est... Ouais, mais au-delà de l'impact statistique, il y a une action dans le match contre Bienne qui m'a frappé. Je ne sais pas s'il a le puck et il le perd, mais à un moment, il va, tel un requin, en fait, il suit le Biennois et il le harcèle. Et finalement, il récupère le puck parce que le défenseur biennois fait une mauvaise passe. Il essaye de s'échapper contre la bande dans l'arrondi, mais Stolberg le harasse. Finalement, il arrive à récupérer ce puck et il se crée une demi-occasion. Et j'ai trouvé que c'était symptomatique de ce joueur en ce moment. Mm-hmm. Vraiment, effectivement, il est au sommet de sa forme et physiquement, en plus, il a l'air de pouvoir tenir des grosses minutes. Ah oui, non, il est assez impressionnant. Défensivement, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois ici, peut-être trop souvent, il faut que j'arrête, mais Stolberg, il a joué près de 2 minutes, plus de 1 minute 30 en box-play contre Bienne, 3 minutes 41 en power-play. Il aide Fribourg dans tous les compartiments du jeu. Et là, ça fait poser une question. On en a déjà parlé, mais je pense que... Et on a cette question, je vois où tu vas en venir. Ah, vas-y, pose la question. La question, en fait, du 5e étranger entre Daniel Brodin et Stolberg Desharnais, finalement. On a une question à ce sujet, c'est Kylian Monet qui la pose. Petite question point à développer pour le prochain épisode. Vu l'impact de cette saison de Stolberg, qui est encore plus impressionnant que la saison dernière, 1,11 points par match. En plus, son apport défensif, Dubé devrait-il impérativement trouver une solution pour libérer Brodin afin de conserver à la fois Desharnais et le Suédois? C'est la question finalement que tout le monde se pose. Le problème, c'est que Brodin, faut être solide pour arriver à s'en départir. Enfin, faut trouver une personne qui accepte de danser avec toi finalement et de reprendre le contrat de Brodin en Suède. Brodin, je pense à la Suède parce que logiquement, je le vois retourner là-bas. Il y a déjà eu une rumeur sur Joe Gardens qui voudrait le reprendre, apparemment. Mais on est dans une année Covid, donc les salaires ont été impactés dans les championnats. Donc, s'ils sont impactés en Suisse, mais pour l'instant, Brodin touche toujours son salaire. Est-ce que... Enfin, voilà, c'est un mode de vie. Peut-être que Brodin se dit, mais je préfère retourner ma famille, etc. Je pense que cette saison, il ne va pas bouger parce que finalement, il n'a pas été bon quand il a joué, mais il a joué parce qu'il y a eu des fois, Desharnais était blessé en début de saison. Di Domenico a dû souffler une fois ou deux. Je ne crois pas qu'il ait été blessé. Il me semble qu'il a été souvent surnuméraire. Stolberg aussi, Stolberg était malade à Ambry. Évidemment, quand un gars est malade, on demande directement si c'est le Covid. Je crois qu'ils en ont un peu marre, mais on posera à chaque fois la question. Mais c'était pas le cas, visiblement. Ou alors il s'est très vite remis, mais c'était vraiment pas le cas. Donc je pense que cette saison, il va la jouer, c'est clair, parce que finalement, cette assurance-là, et je ne pense pas que Brodin doit être payé trop cher, parce qu'il a signé un contrat de 2 ans. Je pense que c'était aussi dans son intérêt de signer peut-être un contrat un poil plus long, mais un peu moins cher. Par contre, pour la saison prochaine, c'est une vraie question. Et quand tu vois Stolberg jouer maintenant, l'association avec Desharnais, elle est excellente. Donc je pense que si l'un reste, l'autre va vouloir rester et vice-versa. Donc, vu que Di Domenico et Gunderson sont sous contrat, c'est vrai que c'est la solution que Christian Dubé va devoir trouver. Par le passé, il n'a jamais trop eu de soucis à se débarrasser de contrats ou à prendre des décisions pour garder les joueurs qu'il a envie ou pour se séparer des joueurs dont il n'a plus envie. Donc, à mon avis, il devrait y avoir moyen. J'ai pas parlé de ça avec lui, mais je suis persuadé qu'il y a un intérêt de le re-signer. Et si c'est pas le cas, c'est juste qu'on comprend pas ce qui se passe. On doit pas bien comprendre le hockey parce que avoir joué Stolberg en ce moment, c'est impressionnant. Il y a une question, elle était dans la même veine. Jojo's DBZ Manga, qui garderez-vous comme étranger pour la... Alors, qui garderiez-vous comme étranger pour la saison prochaine si vous étiez le coach de Gauthieron, surtout entre Desharnais et Stolberg? Voilà, on a aussi... Les deux? Ben ouais,
Les deux, t'es obligé. En tout cas, vu cette saison, de nouveau, si on prend cette saison, mais c'est difficile, hein, parce que vraiment, Brodin, l'année passée, même si je ne sais plus quel pourcentage de ses points étaient contre Lausanne, on peut d'ailleurs dire au passage que les points de Kylian Motet, si on voulait vraiment faire les salopios, il en marque beaucoup contre Bienne. Il se trouve que j'avais aussi une question. Alors moi, comment on explique finalement que sur 5 matchs pour l'instant, le 6e match interviendra le 14 février, une belle Saint-Valentin pour Fribourgeois et Biennois, si le Covid ne vient pas tout perturber. Mais pour l'instant, c'est 5 matchs entre Fribourg et Bienne et c'est 5 victoires de Fribourg. Alors, comment on explique ça? Ouais, tu me rappelles de revenir sur les étrangers juste après, mais... Ouais. Moi, je pense qu'il y a des dynamiques comme ça qui sont absolument inexplicables. Si tu te rappelles, la saison dernière, on avait justement ce genre de série où Lausanne donnait des points à tous les romans sans faire de jaloux. C'était autant Fribourg que Genève que Bienne. Il y a des moments comme ça, et puis... Je sais pas, j'ai pas envie de croire que Fribourg est à ce point meilleur que Bienne pour gagner 15 points sur 15 enjeux. Et c'est assez impressionnant si tu regardes le classement. L'écart entre Bienne et Fribourg, c'est 16 points. Mm-hmm. Donc en fait, si tu inverses alors c'est trop facile, hein, si tu enlèves toutes les victoires d'une équipe et tu mets des défaites, ils sont derniers, c'est assez logique. Mais si tu splits à peu près. Mais si tu splits, ils sont au même endroit au classement les deux. Et je trouve ça intéressant de s'en rendre compte. Et oui, Bienne peut vraiment... On va en parler un petit peu plus tard de Bienne, mais cette série, elle leur fait mal parce que 5 défaites consécutives contre le même adversaire et t'as pas l'impression qu'il y a eu des matchs. Bera était à chaque fois très bon contre Bienne, mais là, ce dernier-là, c'était pas la question. Fribourg les a dominés, mais non, moi j'arrive pas à l'expliquer vraiment. Juste pour revenir sur les étrangers, à la question des étrangers. Si la question c'est entre Desharnais et Stolberg, qui tu gardes parce que Brodin sera là, bah c'est Desharnais. Ouais. Pour la simple raison que tu trouveras pas un joueur suisse qui va pouvoir faire le job de David Desharnais aussi bien que lui. Et là, la ligne de centre de Fribourg contre Bienne, c'était Marchand, Desharnais, Schmitt, Walzer. Ben, si tu n'as pas Desharnais, alors tu pourrais avoir Di Domenico qui joue le centre. On sait qu'il peut le faire. Mais du coup, tu te déplumes un petit peu à l'aile. Donc, il va falloir... Se déplumer à l'aile, c'est très oui, involontaire en plus. Et donc, si la question c'est entre Desharnais et Stolberg, tu gardes Desharnais, mais je pense que la solution optimale, c'est de garder les deux, clairement. Marchand, justement, je me suis posé la question quand j'ai vu le line-up. Est-ce que c'était un peu pour une façon soit de le remettre en selle, soit de se dire, bah non, on compte quand même sur toi, puis tu nous as prouvé que tu étais bon au centre. Mm-hmm. J'ai vu qu'il avait été plutôt pas mal aux engagements. Après, dans le jeu, j'ai de la peine il s'est créé 2 occasions. Dans une où il se fait punaiser contre la bande et puis il essaie de revenir au banc un petit peu sur un demi-patin, puis le puck lui arrive à la ligne bleue, puis il dit bon bah je vais quand même essayer d'aller au but, puis ouais, il passe pas loin. Dans le jeu c'est un tout petit peu plus difficile de dire, mais ouais il a gagné ses engagements, il est en positif aux engagements. Mais je le vois plus comme un centre défensif, tu sais. Mais finalement j'ai l'impression qu'on essaie encore de croire à lui comme une force offensive, mais que plus ça avance, plus on se rend compte que défensivement ça pourra jouer, mais de l'imaginer sur un top 6 c'est plus compliqué. Je pense aussi sur un top 6 d'un club qui veut lui aussi jouer le top 6. Alors là, ouais, complètement. Ça me semble un peu compliqué. Tu peux le comparer effectivement peut-être à un Nolan Diem ou un joueur comme ça qui gagne ses engagements, qui va faire le job défensivement, qui va être irréprochable de ce côté-ci de la glace. Mais c'est vrai qu'en 18-19, il est à 14 points, 7 buts, 7 passes. La saison d'avant, il était à 10 points, 5 buts, 5 passes. Tu dis, bon, bah, s'il continue cette progression d'arriver à autant de buts que d'assists, puis qu'il est à 10-10 ou 11-11 dans pas trop longtemps, ça devient une arme assez intéressante à mettre sur une 3e ligne. C'est vrai que là, est-ce que ce qu'on voit de Nathan Marchand actuellement à 23 ans, c'est le joueur qui sera en National League? Et c'est absolument pas lui faire injure, parce que c'est un joueur qui est utile à Fribourg-Gotteron actuellement. Qui a complètement sa place. C'est pas la qui a complètement sa place. Donc, peut-être. Mais oui, moi, là, c'était intéressant de voir ce changement. La ligne avec Domenico et Aaron a fait le job, mais n'était pas fantastique non plus. Est-ce que c'est aussi un moyen de piquer un peu Sandro Schmitt ou parce qu'il l'a mis au centre de Bikoff qui était de nouveau à l'aile. À Ambry, Bikoff était à l'aile avec Marchand au centre. Donc, je pense vraiment que Bikoff à l'aile, ça devient sa position. Et à voir, mais
Il est aussi en fin de contrat, Nathan Marchand. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de dire, bon, bah, montre-nous ce que tu as un petit peu dans le coffre, parce qu'on est en train de négocier, ça, je ne sais pas. Mais c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Mais en tout cas, il y a pire qu'avoir Nathan Marchand comme centre de 4e ligne, je pense. Voilà, on prend l'autre côté du miroir finalement de ce match entre Fribourg et Bienne. On va se mettre du côté zélandais où c'est difficile d'avoir un avis. Alors, on est rarement à avoir des avis définitifs. Ici, on aime bien quand même toujours modérer et tempérer nos propos et pas partir, même quand il y a une immense série de victoires, parce qu'on sait comment ça se passe. Mais Bienne, j'ai l'impression que c'est difficile à cerner parce qu'on avait l'impression qu'il y avait clairement un mieux, notamment une belle victoire contre Genève, alors qu'ils étaient menés 2-0, puis finalement ils s'étaient imposés 4-2. Derrière, ils rencontrent Fribourg, qui visiblement ne leur convient pas, donc ils perdent. Ils vont gagner à Zurich, et là, Dieu sait que c'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire. Très grosse victoire. Parce que Zurich, comme Zug, est un club du haut de classement, et ça ne change pas, même s'ils connaissent des fois des petits coups de moins bien à Langnau ou à Ambry, mais en règle générale, on l'a vu contre les grosses équipes. Zurich, ils répondent en général toujours présents quand il y a un véritable adversaire en face, sans être dépréciatif pour les clubs précités. Après, contre Zug, défaite 2-0, et puis là, défaite 4-1. On disait que Van Pottelberger était très bon, il a un très très bon pourcentage d'arrêt. On a l'impression qu'ils ne se prennent pas des casquettes bien, donc défensivement ça va plutôt pas mal. Quand tu prends en gros qu'un but dans le jeu contre Zug, puisque le deuxième est venu dans la cage vide, c'est que tu as réussi à tenir. T'en prends un à Zurich seulement aussi. Lors d'une victoire à Fribourg, à 5 contre 5, ça tient vraiment la route. Donc défensivement, il n'est pas là le problème. Par contre, c'est offensivement. On parlait de Fribourg et de sa première ligne qui carbure. Et en fait, si ta première ligne carbure, derrière, tout est quand même beaucoup plus simple. Tu devras moins demander de production et de contribution offensive à tes lignes 3 et 4. Est-ce que ce serait pas plutôt, on dit première ligne, est-ce que ce serait pas plutôt si tu as une ligne qui cartonne? Alors qu'on appelle la première. J'essaye juste de me dire, Zurich, en ce moment, la première c'est Rowe, Andrighetto, Chris Baltisberger. Mais tout d'un coup, dans un match, on peut avoir Bodenmann, Hollenstein, Pius-Suter. Bon, Zurich, ils ont 4 premières lignes quand même. C'est pas forcément le bon exemple. Ouais. J'exagère, mais c'est quand même un autre animal. Ils ont une ligne tout d'un coup sur un match ou sur 2-3 matchs qui va prendre le relais. La Fribourg, Desharnais, Stolberg. Bien, on a l'impression qu'on aimerait bien qu'il y ait tout d'un coup... J'ai presque envie de dire que leur ligne la plus efficace, c'était Ugly, Komarek. Et Offert. Offert, exactement. C'est presque la ligne... mais c'est ta troisième. Là, non, justement, je vais pas... peu importe les chiffres, mais au bout du compte, t'attends quand même de Tony Rayala, Marc-Antoine Pouliot qu'ils fassent quelque chose. C'est surtout Rayala, j'ai l'impression. Les deux. Pouliot, sur les 5 derniers matchs, il a 1 point. Rayala, sur les 5 derniers matchs, il a 1 point. 2 Rayala, super. 2 passes décisives. Mais c'est un buteur. C'est ça. Les 2 dernières saisons, il a plus de 20 buts. Là, il a 21 matchs, 5 buts, 10 passes décisives. Et Bien a besoin de lui pour avoir du succès aussi, parce qu'ils y sont habitués, parce que ça fait quelques années que tu sais qu'il est fiable. Là, visiblement, ils cherchent aussi des solutions. Ils ont mis Gillian Kohler avec Pouliot et Rayala pour le match contre Fribourg. Est-ce que ça a changé grand-chose? Pas vraiment. Le match d'avant, c'était Mike Kunsley à cette place-là. Et rien contre Kohler, je pense que c'était intéressant comme idée de le mettre à cet endroit-là parce qu'il est mis en avant et on le met dans des bonnes conditions. Oui, mais alors tu sais que c'est un peu le truc... Dieu sait qu'on aime quand on met des jeunes en valeur, et on l'a dit lors du possible et probable transfert de Nussbaumer à Davos, dire mettez-le en valeur, mettez-le sur une ligne offensive. Très bien, mais après, il ne faut pas le mettre un match, puis se dire, ouais, ça va plus. Ça va pas porter ses fruits. Non, alors à ce moment-là, t'essayes de vraiment le mettre en valeur, puis tu fais sur une série de 4-5 matchs, j'ai l'impression. Ouais, alors à voir comment ça se passe dans les prochains. Mais là aussi, l'idée, je pense, de mettre Kohler à cet endroit-là, c'est aussi de densifier peut-être sa deuxième ligne avec Fuchs 2 dans l'alignement. Je sais que
La ligne Fuchs-Kunti, c'était Ramon Tanner ces derniers matchs. De mettre Künzle avec Fuchs et Kunti. Kunti qui a quand même, il fait une bonne saison, mais peut-être qu'il se rendait compte qu'à ce moment, il faudrait peut-être redynamiser cette ligne-là. Donc, tu vas chercher Kohler qui était en bout de 4e ligne, tu le montes là, ce qui permet de descendre Künzle d'un étage et de le mettre à un autre endroit. J'entends en tout cas cette justification et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Là, ça n'a pas payé contre Fribourg. Mine de rien, malgré les 3 défaites lors des 4 derniers matchs, il y a une magnifique victoire contre Zurich. Et Bienne est quand même de retour au contact. Et ça, c'est quand même le plus important de ces dernières, on va dire, 3 semaines de compétition. Ouais. C'est qu'on pouvait vraiment s'inquiéter pour Bienne à un moment. Et ils remontent gentiment. Ils sont 8e actuellement. Alors, à plus ou moins avec le même nombre de points que Rapperswil et Ambry juste derrière. Mais avec des matchs en moins que les équipes derrière eux pour les Zélandais. Donc, pour moi, le vent reste favorable pour Bienne. Mais 3 défaites en 4 matchs. Au moment où tu peux plus faire 1-1, une victoire, une défaite, pour réussir à revenir dans le top 6, il va falloir enchaîner. Et Bienne n'enchaîne pas du tout. Et il me semble que chaque fois qu'ils sont dans une passe un peu positive, ils se retrouvent avec un match contre Fribourg qui les remet 3 pas en arrière. C'est quand le prochain 14 février Ouais, c'est bon. Ok, là il y a un mois où il y a beaucoup de matchs et il n'y a pas Fribourg, donc ça va peut-être les aider. Mais comme tu dis très justement, après, par chance, j'ai l'impression que de toute façon tout le monde est logé à la même enseigne, il y aura beaucoup de matchs. On sait qu'à Genève, Genève, Lugano, Berne, de toute façon, on doit rattraper beaucoup de matchs. Donc, ils vont être replacés et il y aura énormément de matchs en janvier, février. On s'en doutait au début, en commençant au mois d'octobre. Et on se rend bien compte que, voilà, même s'il y a moins de matchs vendredi, samedi, il y aura beaucoup plus de dimanches qui seront joués. Mais oui, il va falloir être bon et peut-être des fois accepter. Tu parlais de matchs pourris en citant Christian Dubé. Ça me fait toujours penser à Guy Boucher quand il m'avait raconté en NHL quand il était avec Tampa. Il me dit tu auras de toute façon 10 matchs sur 82 et c'est que 10 matchs finalement où tu peux faire ce que tu veux. Tu as peut-être des joueurs qui vont arriver, mais ils vont tirer à côté, ils vont attraper les poteaux et tout, et ce sera des matchs pourris. Tu le sais déjà. Donc sur une période aussi dense, ça va être de voir qui c'est qui fait le moins de matchs pourris finalement. C'est peut-être pas forcément de dire oui, c'est celui qui va le mieux jouer, mais ça va être celui qui va le mieux gérer l'accumulation. Il va falloir avoir des contingents où va peut-être pas falloir trop tirer sur tes lignes principales et jouer à 4 blocs, mine de rien. Peut-être même jouer à 13 attaquants, même si un Craig McTavish aime bien jouer avec normalement que 6 défenseurs, là, tu te sens un peu obligé de faire confiance à d'autres joueurs parce que sinon, tu vas cramer tes gars, quoi. Et toute la gestion du contingent, là, il faut aussi espérer qu'il n'y ait pas trop de blessés. Parce que le Covid, c'est une chose, mais dans un sport comme le hockey, voilà, tu ne peux pas te permettre d'avoir un contingent limité. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça et voir qui c'est qui va le mieux gérer cette passe. Et on parlait avant du powerplay fribourgeois qui est très bon. Là ça ne sait pas. Alors, oui, le seul but biennois est marqué en powerplay. Et ça, c'est quand même aussi une des béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer de manière day in, day out, on va dire tout. Chaque soir, tu sais que le powerplay biennois va potentiellement te mettre un but. Et c'est assez rassurant pour la suite, je trouve, de voir que cette unité spéciale fonctionne. Le box-play est moins bon, parce qu'en power-play, ils sont 2e de la ligue, tout simplement. En box-play, ça fait moins rêver. Mais l'une des 2 unités spéciales fonctionne. On en a parlé avant, la défense est en train vraiment de tenir la route. On l'a vu contre Zurich, on l'a vu contre Zug. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer le réveil de Pouliot et Rayala. Ou alors, peut-être un jour, il faudra les séparer. Parce que si tu te rends compte que ça ne fonctionne plus, et puis est-ce que tu mets Rayala avec un autre centre? Est-ce que tu mets Kunti avec Rayala pour essayer autre chose? Tu sais que je me demande si, quand tu parles de les séparer, mais j'en viens à me dire, mais l'absence de Damien Brunner, mine de rien, on sait déjà à la base que c'est pas simple à gérer, mais est-ce que là, tout d'un coup, quand on en vient à mettre Ramon Tanner, on en vient à mettre Gillian Kohler, Mike Künzle, il n'y a pas de problème, mais tu t'es un peu forcé de mettre ces jeunes en essayant, puis tu croises les doigts que une de ces greffes prenne parce que tu n'as pas Damien Brunner et que est-ce que Bienne peut se permettre de se passer d'un joueur comme ça en ce moment, quand en plus ça va pas trop bien avec un joueur d'expérience qui peut te débloquer
une situation par son jeu, parce que c'est quand même une des valeurs sûres du championnat. C'est clairement une valeur sûre du championnat. Il peut marquer plein de buts. C'est un sniper et il peut aussi enlever une charge de travail des épaules d'un Rayala, justement, en étant ce finisseur qui fait défaut à Bienne en ce moment. Donc oui, Brunner manque, mais voilà, chaque équipe a ses blessures durant la... Non, j'ai bien compris. Mais chaque équipe a ses blessures et c'est comment tu la gères et comment tu... Est-ce qu'il faut vraiment s'entêter avec Rayala Pouliot ? Ça a tellement bien marché par le passé que je comprends l'idée de se dire on fait la blague une fois sur deux avec Fribourg, de toute façon tu reviens à Sprung-Herbikov parce que tu sais quand ça fait 10 ans qu'ils te sortent de la panade un soir sur deux, mais au bout d'un moment il faut vraiment s'entêter. Leuenberger il devrait avoir ce regard neuf sur cette équipe à la base en étant en première année de coaching pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que ce ne serait pas justement ce regard neuf qui fait que tu n'as pas le biais du passé qui va te forcer à t'entêter avec ce duo-là et de dire, ben voilà, j'essaye de monter Ugly avec Pouliot et un autre ailier, je descends Rayala. Moi, je pense que Ugly pourrait être un petit peu plus utilisé, par exemple, même s'il revient de blessure. On l'a tous pris à Hockey Manager, donc on a tous envie qu'il joue plus aussi, je sais. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est un joueur qui, par le passé, a joué plus de minutes que ce qu'il joue actuellement. Donc je pense que ça pourrait aussi être une des options. Mais ouais, brasser un petit peu les lignes. Mais en même temps, tu sors d'une période qui était enfin un peu positive après un début de saison compliqué. Donc c'est aussi difficile de venir puis dire bon bah on rebrasse tout. Non, essayons peut-être de capitaliser sur ce qui est en train de se mettre gentiment en place avant de vouloir à nouveau tout changer. Enfin, je pense que c'est cet équilibre que doit être en train de trouver Leuenberger et c'est peut-être pour ça qu'il apporte des touches sur sa première ligne en disant bon ok, Künzle ça marche visiblement pas avec Pouliot et Rayala, on n'arrive rien à en faire. Mettons peut-être un Gillian Colère qui amènera autre chose, qui est peut-être un petit peu plus doué offensivement, mais peut-être un petit peu moins rugueux ou un peu moins... C'est moins un gros bébé devant à faire de la place dans les bandes, donc on met autre chose peut-être. Ouais, tu vois qu'il cherche la bonne formule et disons que, comme je disais avant, les 3 dernières semaines biennoises font que tu dois quand même voir l'avenir un petit peu plus sereinement, surtout comme je disais avant que bah voilà, les matchs vont s'enchaîner, le rythme va peut-être aussi arriver. Et on sait que Rayala, c'est un joueur qui peut prendre feu sur une période de 5-6 matchs et ça peut aussi aider bien à faire ce step en dessus de la barre. Ouais, moi, je réfléchis au duo, peut-être plus qu'aux lignes, en reprenant les clubs qui sont en tête. On parlait de Zurich qui a 2 lignes extrêmement solides entre Rohan Drighetto, Baltisberger et puis on va dire Boden-Manolstein, puis il fallait trouver un centre qui était Kruger, un temps c'était Pius Souter, mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose finalement parce que les joueurs sont de qualité. On a vanté la ligne du Lausanne Hockey Club avec Hudon, Gibbons et Malguin, qui tourne pas mal. Il aime bien, McTavish ne pas dissocier normalement Kenins et Berchi. Après, il a été un petit peu contraint de le faire. On a vu que Patémon a fait un shaker de ligne, alors qu'un temps, Ria, Vermin, Omar, ça bougeait pas et que ça marchait bien. Il a quand même été contraint de changer. Zug, on pensait que la ligne en tout cas, on pensait que Kovar-Hoffman était quasi indissociable et finalement, Dang Tangnes est venu et ça marche pas si mal que ça. Zurich a peu changé. Les autres... Ouais, il y a des petites touches, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a toujours un duo. Et je me dis, à la rigueur, de trouver un troisième qui marche bien, ok, mais peut-être pas quand même changer quelque chose. Je dirais que, à l'instar d'un Dubé qui essayait des fois de remonter un joueur, c'est-à-dire il avait au moins 2 joueurs qui allaient bien ensemble, puis tu essayes de redonner confiance au troisième en le mettant, là c'est un peu... Est-ce qu'il essaye de faire ça, de trouver le joueur qui va faire en sorte que Pouliot et Rayala se sortent. Puis juste pour terminer ce passage biennois, on a quand même été assez critique avec Van Pottelberg depuis le début de saison et je pense qu'on ne s'est pas acharné sur lui, mais par contre on a quand même relevé que c'était pas simple son début de saison. Si la défense biennoise marche bien aussi récemment, c'est aussi parce que derrière Van Pottelberg fait le job. Il a été bon à Zurich. Il a été bon contre Zug. Il était bon contre Genève quand il est rentré quand il est rentré, ouais. Et du coup,
Voilà, c'est en train peut-être d'être aussi un autre point assez positif pour Bien, c'est que les gardiens, il tient la route actuellement. C'est pas lui en tout cas qui va te coûter le premier but après 42 secondes et puis il va falloir tirer de l'arrière dès le début du match. Bon, on pensait bien qu'il allait tenir la route à part ça. Hein. C'était plutôt de savoir s'il était capable d'entrer dans les chaussures d'Hiller. Ouais, alors ça, on savait assez vite que non, mais même dès l'été. Hein. Mais par contre, voilà, si tu as un gardien qui est en tout cas moyen, et un moyen supérieur, là aussi ça va aider bien à aller de l'avant, donc à suivre ses prochains temps, parce qu'il sort à Fribourg avec moins de 90% d'arrêt, mais il fait globalement un bon match. Ouais. Il n'y a pas de buts qui doivent lui être imputés, je pense. Peut-être un des deux de Motet, non, un de Motet, mais je suis même pas sûr. Là, on pinaille, donc je pense vraiment que ça, c'est un point intéressant à suivre pour les prochains matchs. Est-ce que Van Pottelberg va pouvoir construire lui-même aussi sur cette confiance qu'il est en train de gentiment emmagasiner. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à notre rubrique pronostic. On va pas revenir sur le dernier pronostic qui nous a fait perdre. Quelqu'un m'a quand même écrit merci. Hein. Je joue tout le temps ce que tu joues, l'inverse de ce que tu joues depuis. Je me paye les vacances, donc avec grand plaisir. Alors c'est vrai que ça peut être c'est très bien. Non, c'est la bonne tactique. On est bien là. On est sur un bon train. Moi, ce qui me casse les pieds, c'est que chaque fois que je parie pour moi dans mon coin, je gagne. Non, pareil. Mais vraiment, à part ça, hein. Pas chaque fois, non, ça j'exagère. Mais globalement, ça passe. Et là, les matchs du vendredi. Souvent le mardi, hein, ça passe bien le mardi. Le mardi, c'est une bonne soirée. Et le match du vendredi, c'est quand même toujours un peu compliqué. Donc, mais c'est pas grave, on va continuer et puis on va y arriver, tu verras. On va trouver un truc. Mais surtout maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à écouter aussi les auditeurs qui nous disent. Se foutent de nous. Oui, alors ça, bon, ouvertement, ils ont bien raison. Mais Ambry-Zurich, qui a lieu jeudi, par exemple, on touche pas. On se souvient qu'on s'est fait avoir la dernière fois et on a compris qu'on ne parie pas contre Ambry. Voilà, surtout Ambry à la maison. Au bout d'un moment, on n'aura plus personne contre qui on pourra parier, donc c'est terrible. C'est très juste. On va juste quand même nous se concentrer plutôt sur les matchs du vendredi. Il se trouve qu'il y a il y a 3 matchs le vendredi parce que Langnau-Lausanne tombe. Et il y a 3 matchs le jeudi, 3 matchs le vendredi. Jeudi, on a Davos-Berne, Ambry, Zurich, Genève, Lugano. Et ce qui est assez drôle, c'est que le vendredi, on a de nouveau un Genève-Lugano, mais de nouveau au Vernet. Ça, on avoue qu'on l'avait rarement, je pense qu'on n'a quasiment jamais eu cette configuration où il y a des back-to-back dans la même ville. Ouais, en fait. Déjà, j'ai pas souvenir non plus. Peut-être que ça a eu existé, mais ça paraît assez difficile. Donc vendredi, on a un Genève-Lugano de nouveau, Zurich-Bienne, donc ça veut dire que Zurich joue jeudi et vendredi, et puis Zug-Fribourg. Moi, ces matchs, finalement, les 3 m'intéressent, en fait. C'est que Genève-Lugano, on aura eu une première vision jeudi. On pourra voir sur qui parier, en fait, sur qui pronostiquer le vendredi. Puisque c'est vraiment difficile de gagner 2 fois contre le même adversaire 2 jours de suite. Mais attention quand même au fait que c'est 2 fois à la maison. Voilà, quand c'est le back-to-back qui se passe home away, on va dire, bah, celui qui, si tu gagnes à la maison ton match le premier soir, le lendemain, c'est quand même statistiquement plus difficile d'aller gagner à l'extérieur. Tout à fait. Et à l'inverse, dans le sens, c'est la même chose. Donc, je me méfie de ce double maison de Genève, honnêtement. Zug-Gotteron, par contre, sans faire ombrage à Fribourg, Zug a perdu contre Davos, qui a de nouveau fait preuve d'une sacrée force de caractère mardi soir pour revenir. Je ne sais pas si tu as vu la prolongation à part ça. Fantastique, ça a duré 5 minutes, il n'y a pas eu un arrêt de jeu. Pas eu un arrêt de jeu et je pense que pendant un moment Davos, les cuisses, je ne sais pas s'il restait des muscles en fait, tellement il devait... L'acide lactique, là, il devait être bien présent. Oh là, c'était incroyable de voir. Je ne comprends toujours pas comment Kovar n'a pas marqué. Ouais. Durant toute cette période-là, il s'est créé, je crois, 3 occasions nettes. Non, c'était vraiment impressionnant à voir. Et puis, ce Zurich-Bienne, Zurich qui sera allé à Ambry, il faut voir ce qui va se passer. Le dernier Zurich-Bienne, on en a parlé avant, quand on parlait de Bienne, c'était un très très bon match des Zélandais à Zurich. J'aurais tendance là aussi à me dire que Zurich se rappelle de ce match-là. Et clairement. Comme il était il n'y a pas longtemps, que Grunborg va dire on se souvient de ce match, maintenant on veut gommer ce match-là. Mais ils ont aussi le match à Ambry à gommer le jour d'avant.
Donc, ils pourront peut-être pas tous se motiver de la même manière et c'est difficile. Mais Zurich a le contingent pour pouvoir, en l'occurrence, gagner 2 matchs de suite sans être trop fatigué, je pense. Moi, j'aime bien Zug. Peut-être même Zug avec handicap contre Fribourg. J'ai souvenir, Fribourg a souvent de la peine à Zug, j'ai l'impression, comme tu me diras, beaucoup d'équipes du championnat. Ces derniers temps, justement, ils ont eu ces 2 défaites contre Davos, Zug, et je les vois bien vouloir faire un statement ce soir-là contre l'équipe qui les talonne de loin, mais quand même au classement. Ça leur permettrait de se mettre un peu à l'abri et de prendre vraiment de l'avance sur Fribourg. Il y a 5 points entre les 2 équipes, il les ferait revenir à 2 points en cas de défaite. Zug est à 1,90 la victoire et à 2,50 avec un but de handicap sur Jouer Sport, donc ça peut être une option. Je risque de partir sur ça, mais d'ici là, comme tu dis, si on apprend que, suivant ce qui se passe, il faudra suivre sur nos réseaux sociaux ce qu'on décide et puis faire l'inverse, comme on dit. Juste avant de finir, rappeler encore une fois, surtout pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est pas la poule aux œufs d'or, on fait attention, parce que c'est... En fait, c'est un statement, on fait exprès de perdre pour montrer qu'on peut perdre, c'est ouais. ça. Ce serait très très retors, mais ce serait... En tout cas, alors c'est efficace. On a le Plouf qui nous a alerté là-dessus, c'est vrai qu'il y a un petit message sur Twitter d'un joueur qui, pendant 3 ans, était dans une spirale très négative en pensant qu'il allait se refaire. On l'a déjà dit, mais on le répète. À chaque fois, effectivement, pariez avec ce que vous pouvez perdre. Lancez pas des grosses sommes. Ou pariez pas sur n'importe quoi. Et puis, 5% de la banque. C'est peut-être pas facile, hein. C'est vrai que 5% de la banque. nous, on arrive à se gérer sans souci, mais pas être appâté parce que tout d'un coup, on a une bonne passe aussi. Se dire que c'est bon, on va toujours pouvoir gagner de l'argent avec ça. Je crois que c'est important de le dire. Oui, on l'avait dit en amont, effectivement. Moi ma façon de réfléchir souvent, c'est 5% de ma banque quand j'ai un pari que j'estime complètement sûr. Qu'est-ce qui est vraiment complètement sûr en hockey suisse, je ne sais pas. Et après, 4%, 3%, 2% selon la confiance. Ça fait pas jouer des grosses sommes. Ça fait... peut-être ça peut être frustrant de voir que... Mais par contre, ce qui est bien, c'est que la banque, elle monte gentiment au gré des paris gagnés et perdus, mais il n'y a jamais de mise en danger de sa banque. Et après, c'est ma façon de parier, mais je pense que c'est aussi en ayant suivi pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui expliquent leur façon de créer une banque et de faire grandir leur banque en jouant des petites sommes et en augmentant les mises au gré de l'augmentation de sa propre banque. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on va passer à Genève Servette qui, en raison de la quarantaine imposée au Lausanne Hockey Club, n'a finalement joué que 2 matchs. Une défaite contre Lausanne 4-1 et alors une splendide victoire 6-0 contre Rapperswil. Il fut un temps où on aurait dit que c'était complètement normal qu'on écrase Rapperswil 6-0. Cette année, c'est pas le cas. Non. Parce qu'on sait que... Alors, c'est un peu drôle de dire ça alors qu'ils ont pris 8-1 contre Zurich le match d'après, mais normalement, Rapperswil a prouvé à maintes et maintes reprises que c'était une équipe plus que crédible de National League. Mais là, il se trouve qu'alors, il y a eu une différence notoire. Peut-être aussi que Genève, a eu un peu de chance peut-être dans ses shoots. En tout cas, ils ont réussi à... Parce que c'était 39-39 au tir entre les 2 équipes et 6-0 au final. Donc, vraiment, là, Genève a trouvé un moyen de gagner après avoir changé... Alors, on a le coup de shaker absolu de Patrick Aymon. Il a dû faire un cocktail. C'était... après Nouvel An, donc incroyable de voir de quelle manière il a tout changé. On a l'impression qu'il y avait... Alors, on parlait des duos, des choses qu'on devait garder. La ligne Ria-Verminomar qui sont trouvés chacun sur une ligne différente. C'est assez fou. Rod Richard Vermin, ça c'est intéressant. Le fait de vouloir redynamiser Winnick et Moy en les mettant avec un Linus Omark, ça aussi, tu dis vraiment, ça a du gamberger. Ce qui est intéressant, je voulais quand même d'abord revenir sur ça. On nous a annoncé le départ de Damien Ria. C'était dit qu'il allait partir en fin d'année. Ça a été écrit. Et je dis pas là que mes confrères ont fait une erreur à ce moment-là. Pas du tout. C'était la réalité de ce moment-là. Et il se trouve que finalement, Damien Ria est toujours là. Et ça va continuer visiblement parce qu'il n'a pas été invité au camp des Capitals. Et de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué,
le but c'est qu'il joue à un bon niveau. Et finalement, si tu n'es pas invité au camp des Capitals, puis tu fais juste rien, ça sert à rien du coup d'être rappelé pour ne pas participer ou d'attendre le début de la AHL début février. Donc voilà, c'était la meilleure solution pour lui de rester là. Est-ce qu'il va être appelé plus tard? C'est très possible, ou c'est en tout cas pas impossible, mais pour l'instant, Damien Ria va rester à Genève, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il a quasi 1 point par match depuis le début de saison, donc il fait du bien à cette équipe de Genève qui ne manque pas de talent offensif, mais je pense qu'on n'en a jamais assez, on peut demander aux Zurichois. Donc voilà, Damien Ria est là. Moi j'aimais bien cette ligne Ria, Vermin, Omark quand même, et je suis un peu surpris qu'elle ait été bougée celle-ci, mais en même temps, si tu veux relancer Winnick et faire en sorte que peut-être la zone un peu turbulence, c'est un bien grand mot, mais là, le passage un poil compliqué de ces derniers temps, de faire un grand brassage, puis dire voilà, on a aussi peut-être une toute petite période avec un peu moins de matchs pour mettre des choses en place durant les fêtes, et puis voir ce match contre Rapperswil comment ça a réagi. Ça a très bien réagi. Tu disais 39-39 au shoot, effectivement, il y a surtout eu ces 3-0 et 4-0 qui ont été marqués en 19 secondes, juste après la mi-match, qui ont mis un sacré coup derrière la tête de Rapperswil. Mais oui, d'aller gagner là-bas, c'est jamais facile. Et de gagner de la sorte, chapeau, parce que c'était pas... Je pense pas que les fans genevois étaient confiants avant ce match à Rapperswil. Il y en a d'ailleurs un qui m'a écrit pour me dire « Rappelle-toi, ne parie pas sur Genève ce soir. Les matchs de Genève à Rapperswil, c'est toujours le cirque. » Je ne sais plus exactement les mots, mais quelque chose dans ce goût-là. La semaine passée, je militais pour voir Miranda monter un peu plus dans l'alignement. Il est toujours en 4e ligne, mais il fait un très bon match, un but de passe décisive. Et je pense vraiment, vraiment que Miranda ce serait bien qu'il ait plus de poids, qu'il joue encore davantage, je trouve. J'aime vraiment bien ce joueur, mais je le vois comme un Künzle. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le moule zurichois, qu'ils ont sorti ces joueurs très costauds physiquement, un peu le power forward, vraiment l'ailier fort, costaud, capable de prendre de la place sur une ligne, d'aller faire des séparations entre le puck et les joueurs dans les bandes, et de permettre à 2 autres joueurs de travailler. J'aimerais voir finalement Omark et un autre joueur talentueux avec un Miranda, juste parce que Miranda leur permet de faire une partie du sale boulot, de fatiguer la défense adverse, et comme ça après les artistes peuvent mieux exprimer leur talent, un peu comme ce qui se fait en NHL des fois, avec un joueur très très physique, avec 2 joueurs peut-être de rapides ou de petite taille qui ont des très bonnes mains. Dans cet alignement, ce qui m'intéresse aussi, dans ce nouvel alignement, je parlais de Winnick, mais c'est aussi Moy sur la ligne avec Linus Omark, parce qu'avec un Winnick qui fait souvent juste, il fait très souvent le bon jeu, d'avoir Moy à sa droite, d'avoir Omark de l'autre côté. Des passeurs, t'as le moyen de mettre un Tyler Moy dans de bonnes conditions. Et là, il a 5 tirs cadrés contre Rapperswil, il n'en a pas mis un au fond. Et lui aussi, on en parlait avant pour un Rayala, qui est un joueur qui peut prendre feu sur une période, qui marche peut-être un peu moi, plus à la confiance que Rayala d'ailleurs. Et je peux imaginer que si il se lance dans une bonne passe et que le puck commence à trouver le fond du filet avec un peu plus de régularité, il peut faire très très mal dans cette ligne. Mais est-ce que Moy, c'est un buteur? C'est finalement la question qu'on peut se poser. Rayala, c'est un buteur. C'est pour ça que je trouve que je comprends ton analogie, mais Rayala, ça fait des années qu'on sait qu'il est capable et qu'on est surpris quand il en marque 5, parce que normalement, il est au-dessus de 20, sans trop de problèmes. Ouais. Parce qu'il a un shoot tellement létal. Tandis que Moy, au bout d'un moment, on se rappelle de ses 7 buts avec Lausanne au début, puis après, tout d'un coup, c'est une période où, oui, tu te crées des occasions, oui, voilà. Alors, bon, le classement par points, c'est les buts et les assists, c'est pas les chances créées, parce que sinon, ça serait très intéressant, puis il serait peut-être numéro 1, mais au final, faut quand même que ça se voit, et les 2e assists, c'est sympa, mais on a besoin de buts, quoi. Donc là aussi, les expected goals, mais qu'est-ce qu'on attend de Tyler Moy, qui est pourtant celui qui doit le plus marquer, alors quand il se crée des possibilités, ouais, mais bon, il marque pas. Ouais, c'est vraiment la... Et je me dis, avec un Omark qui va te mettre, qui est capable de te mettre dans une superposition, mais si au final tu tires à côté ou tu tires sur le gardien, alors qu'un Ria, on se pose pas trop de questions. Normalement, tu le mets en bonne position.
le taux d'efficacité va être plus élevé. Il va peut-être connaître une façon. Mais Damir Riad a marqué 4 buts dans un match de National League. Donc, c'est là aussi où tu te fais pas trop de soucis. Moi, au bout d'un moment, ouais, si c'est chaque fois, ouais, mais il a du potentiel. Oui, il a du potentiel. On va pas le faire pendant 5 ans, dire qu'il a du potentiel. Il faut un peu qu'il le démontre, quoi. Bah, je pense que c'est aussi l'idée là derrière, c'est de le mettre dans une excellente position pour qu'il évolue en confiance. Mais là où tu as complètement raison, on parle de potentiel, il a 25 ans, Tyler Moy. C'est pas non plus le petit jeune qui va exploser dans 3 ans. Puis il a de la AHL, etc. Enfin, c'est pas... complètement. Mais c'est qui le Tyler Moy? C'est celui qui met 10 buts en 30 matchs à Lausanne à son arrivée. C'est celui qui fait 18 passes décisives la saison suivante. Ou c'est le joueur actuellement avec 3 buts, 7 passes à Genève. J'arrive pas à avoir un avis précis sur ce joueur toujours actuellement. Et le truc intéressant le concernant, c'est qu'il est en fin de contrat avec Genève. Et il a tout intérêt, lui, déjà à performer parce que je suis pas sûr qu'il retrouve un contrat faramineux parce qu'on rappelle qu'il avait signé très vite. Il avait signé à Lausanne, puis très vite, après une dizaine de matchs où il avait été flamboyant, il avait signé un contrat. Et je pense un bon contrat qu'il avait mérité par son jeu en arrivant. Tu peux pas critiquer Ian Alston sur le coup là, de le signer. C'était pas du tout le but. Non. Et c'était logique de le faire parce que ce qu'il avait montré, si c'était pas Ian Alston, c'était quelqu'un d'autre qui lui tendait un contrat très très rapidement. Là, il arrive en fin de contrat. La situation est différente. Là, il doit prouver qu'il peut être un joueur régulier à 10, 12, 14 buts, à une vingtaine de points ou une trentaine de points. Et quel est son plafond à ce joueur? Et actuellement, c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions, ça on le sait, mais qui n'est pas capable de la foutre au fond. Donc là, ces prochains matchs le concernant, et si l'alignement avec Winnie Mark est maintenu, ça va être intéressant de voir s'il est capable de tirer profit de ça. Moi, j'ai une question aussi. Tu disais, c'était pas ton but de critiquer Ian Alston, bien évidemment, et tu ajoutes, si c'était pas Ian Alston, c'était un autre qui venait le chercher. Mm-hmm. Est-ce que la question, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment, après 7 matchs ou 10 matchs, parce que le joueur connaît une bonne période, est-ce que quand tu es directeur sportif, tu dois absolument te jeter comme un mort de faim En fait, tu pousses le directeur sportif qui a le joueur en ce moment à bouger, parce que si c'est pas toi, c'est un autre. Est-ce que le fait que les directeurs sportifs se battent directement, c'est une bonne chose? Proposer tout de suite un contrat. Est-ce qu'on peut pas attendre des fois un tout petit peu plus pour avoir un échantillon plus grand? Sur le fond, je suis assez d'accord avec toi, mais visiblement, c'est pas la norme, et c'est aussi parce que le marché est ce qu'il est que les directeurs sportifs doivent se jeter, comme tu dis, comme des morts de faim sur tout ce qui bouge ou tout ce qui marque de temps en temps des buts. Mais Moy, il est arrivé le 13 novembre à Lausanne, et sur les 10 premiers matchs, il met 6 buts. Donc tu dis, ok, là on tient un buteur. Donc moi je comprends l'idée. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une discussion actuellement, à mon avis, de fond en Suisse pour réguler le marché. C'est justement si ce profil-là, d'un gars qui est capable de marquer des buts, si tu en as 50 parce que tu as ouvert le marché aux étrangers, ou si tu en as 2, ça va quand même être différent. Et moi, j'ai de temps en temps des discussions avec certains GM sur mais est-ce que tu devrais pas tenter moi, j'aime bien l'aspect un peu bailo sur un joueur en disant mais tu devrais pas faire un bailo sur. Alors bailo, donc l'acheter au bas de sa valeur fait, parce qu'il connaît une période un peu. Il fait pas un bon début de saison là par rapport à son potentiel. Peut-être il est en fin de contrat, c'est peut-être le bon moment. Puis c'est toujours la même réponse, mais tu sais, les bailos, ça n'existe pas en Suisse. Il y a 12 équipes qui se battent pour les joueurs, donc dès que tu es 2 à te battre pour un joueur, tu peux oublier de faire une bonne affaire. Ça n'arrive pas. Et moi, finalement, la renégociation express qui a eu lieu après sa dizaine de matchs ou après ses bons matchs à Lausanne pour son arrivée, c'est aussi un des arguments que je pourrais sortir pour dire regardez, le marché est un petit peu devenu fou. Tu me diras, c'est toujours la même chose. Personne n'a mis un fusil sur la tempe de quiconque pour signer le contrat, pour tendre le contrat, pour le signer encore moins, mais pour tendre le contrat. Mais au bout d'un moment, dans un marché ultra concurrentiel, moi je comprends que des décisions comme ça soient un petit peu rushées de temps en temps. Et là, en tout cas,
vu que Moy est pas au niveau escompté, j'imagine, 18 matchs, 10 points, c'est correct. Mais c'est pas le moment où tu te dis ouf, faut vraiment qu'on le signe maintenant parce que sinon tout le monde va se l'arracher. Je pense pas que c'est le cas. On commence à voir quel joueur est Tyler Moy, du moins, même si moi j'arrive pas à savoir comment l'évaluer. Je pense que les gens du métier, un peu mieux que moi, et du moins je leur souhaite, mais j'en suis même convaincu, sont capables. Et donc je pense que c'est pas le moment où il est en train de se faire arracher, enfin il se fait faire des offres de fou. Et peut-être même que le joueur, il dit mais moi j'estime valoir mieux que ça, donc j'ai tout intérêt à attendre et à prouver ma valeur sur les 20 prochains matchs avant de renégocier. On l'a abordé dans notre séquence sur les pronostics. On a ces 2 matchs, jeudi et vendredi. C'est 2 fois Genève-Lugano. Comment tu aborderais ce match-là en tant que Patémon? Parce que tu as eu une pause, tu sors d'un match contre Rapperswil qui est hyper positif. Des clous signent encore un blanchissage. Il y a vraiment tout roule. Un panachage de buteurs. Donc en plus, tu n'es même pas dépendant de quelqu'un. Tu trouves ta force offensive. Maintenant, est-ce que c'est vraiment... On sait que Genève a eu aussi des problèmes à marquer, alors que sur le papier, on a l'impression qu'ils peuvent en passer. On pourrait se dire que 6-0, c'est ça, normalement, Genève. C'est très bonne défense, capable de marquer une pellée de but. Ah bon, ça s'est passé contre Rapperswil. Est-ce que ça peut se passer contre Lugano? De jouer 2 fois contre le même adversaire avec une pause. Je sais, vraiment, plus Lugano qui sort d'un match convaincant. Il devait gagner contre Langnau. Il gagne 5-1, pas de problème. Donc, ça va être assez intéressant de voir ça, en fait, je trouve, d'avoir ces 2 matchs contre le même adversaire à domicile, en fait. Oui, complètement. Et on changerait pas, finalement, cette équipe. Ah bah non. Enfin, je pense que ça serait une erreur de vouloir à nouveau tout changer. C'est un move qui est assez... c'est un coup de poing sur la table, quand même, ce qui s'est passé de vouloir de absolument tout changer. Et ça n'a pas été induit par le départ de Damien Ria. Parce que si Damien Ria s'en va, puis derrière, tu as un brassage, ça veut aussi dire, bon, ma foi, on doit trouver des solutions. On veut pas seulement monter un joueur à la place de Damien Ria qui pourrait être un Tyler Moy, comme ça avait été annoncé quand Moy avait été transféré à Genève par Marc Gauci. Non, là, c'est... Actuellement, je ne suis pas content de ce qui est en train de se passer, où je me rends compte qu'on a un potentiel supérieur à ce qui se passe sur la glace. Donc, on fait quelque chose. On tape du poing sur la table, on repart à 0 avec un nouvel alignement. Fer, on n'en est pas content. Winnick, on n'en est pas content. On les met sur des lignes différentes. La ligne Omar, Vermin, Ria était quand même un petit peu moins productif qu'au début de saison. On brasse tout ça. On réintègre Miranda dans l'alignement. Oui, je reviens avec Miranda, je sais. Et donc, tout ça a été fait a été bien réfléchi et c'était pas un coup de tête. Ça a porté ses fruits. Maintenant, Fer va devoir confirmer que sa mauvaise passe est derrière lui. Winnick, idem. Est-ce que justement le double match contre Lugano, c'est un excellent test pour voir ce que vaut cette équipe et ce que vaut cet alignement surtout? Il y a beaucoup de matchs pour Genève. Moi, il y a juste un truc qui me chatouille un peu, c'est de voir un Patrick qui passe devant un Smirnovs, on va dire, dans l'alignement des belles lignes presque. Et quand on se souvient de Smirnovs, on a parlé de Lecoultre la semaine dernière. Qui a rejoué en powerplay à Ambry. Il a plus d'1 minute de powerplay. À Rapperswil, pardon. Et à Smirnovs, aussi, c'est un joueur qui nous a impressionnés pour sa première saison. On attend confirmation en deuxième. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui donne pas les armes nécessaires à confirmer. C'est-à-dire qu'il était mis dans de super situations en première année. Et que là, en deuxième année, c'est un peu débrouille-toi avec ce qu'on te donne et qu'on ne va pas le mettre dans la même situation. Ça me frustre un peu dans le développement du jeune, en fait. 9 minutes 50 de temps de glace, 0 de powerplay. Le constat demeure effectivement concernant Denis Smirnov, c'est vraiment dommage. Je suis complètement d'accord avec toi. Termine avec Lausanne, le vilain petit canard quarantaine. Je sais pas si ils nous donnent pas les noms. Hein. Je pense. Kenin s'était annoncé malade la veille du match. J'allais dire Kenin's malade. Mais peu importe, ma foi. Ça sent quand même le laiton, moi je dis, pour le coup. Mais effectivement, peu importe. Ce qui est dommage, pour le coup, en plus de nous enlever des matchs et de devoir les rattraper plus tard, ce qui est toujours pénible finalement. Et là, on pense notamment à Willy Veucklin.
celui qui s'occupe du calendrier, c'est que Lausanne allait bien. Lausanne avait perdu un match juste avant Noël contre Fribourg. Et entre Noël et Nouvel An, et même début d'année, un succès 4-1 à Genève, qui je pense est le plus important des deux succès. Oui. Et un succès 7-1 contre un Berne décimé. Mais mine de rien, malgré tout, passer 7 buts à une équipe, peu importe. On est en National League où on dit que tout le monde peut battre tout le monde. Et ils l'ont fait en jouant de manière normale, sans en faire des caisses. Tu écrases ton adversaire 7-1. Ouais, c'est quand même un statement, malgré tout. On verrait Zug le faire, on verrait Zurich le faire avec... on dirait, ouais, mais quand même, Zurich et Zug... Mais parce qu'on a aussi l'habitude que ce soit des équipes qui dominent. Et quand c'est les romans, des fois, on a un peu tendance à vouloir minimiser les performances et trouver en disant que oui, mais il y avait des blessés de l'autre côté, oui, mais il y avait ceci. Donc, excusons-nous de gagner des matchs, en gros, nous les romans. Quoi. Exactement, belle victoire en tout cas. Belle victoire, il y a des buts qui viennent d'un peu partout. T'as pas besoin d'avoir Malguin, Hudon qui marque tous les buts. Malguin, il met le 7-1, donc voilà. Hudon, il est absent, donc forcément, il n'a pas pu en mettre. Mais pour dire, ça vient de partout. C'est Frick, après c'est Eldner, c'est même Froidevaux qui marque un but, Kennins, Konaker. Ouais, ça vient d'un peu partout. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On le disait la semaine passée. Alors, comme tu disais, il faut voir maintenant le prochain match. On verra après la quarantaine. Mais certes, c'est que contre Berne, certes, ils ont des blessés. Mais on disait ils étaient très dépendants de Malguin, de Hudon. Puis quand cela toussait un petit peu, ça pouvait vite devenir un peu plus compliqué. Là, on a vu un Konaker qui a été excellent avec Malguin et Kennins sur la première ligne. Kennins, c'est excellent aussi. Kennins, c'est excellent avant de faire tomber malade tout le vestiaire. Mais oui, Berchi et Boson mis en deuxième ligne, c'est intéressant aussi. Tu vois qu'il a marqué son but d'ailleurs. Ouais. C'était contre Genève qui marque son but. Fait. Là, ça c'était assez convaincant comme match et finalement, les quelques matchs un petit peu tendus ces derniers temps, etc., au bout du compte, tu as 21 matchs, tu as 42 points. En termes de points par match, Lausanne est deuxième. Et moi, j'entends quand même des voix qui commencent à se dire « Ouais, mais on est vraiment sûr que c'est McTavish qui peut aller au bout avec cette équipe. » Je sais que le poste du coach est remis en question. Et pas remis en question, mais on se pose des questions autour de ce coach. Et finalement, c'est aussi une belle victoire pour lui. Ça de dire on doit gagner, on est attendu au tournant. On a gagné, on n'a pas tremblé une seule seconde. Alors, il y a eu le 2-1 où tu peux dire ah tiens, attention. 5 minutes après, c'était plié, il y avait 3-1. Puis après, ils ont vraiment complètement déroulé. C'est un petit peu l'impression que m'a donné Lausanne sur ce match-là, attention, et même contre Genève, c'était très bien aussi. C'est un peu ce qu'on voyait au début de saison, où tu sais en fait qu'à la fin, c'est Lausanne qui va gagner. Et ça, on l'avait perdu un petit peu durant une période, et je trouvais que c'est pas simple. Hein. Et c'est ce que je disais la semaine passée par rapport au pic de forme durant une saison qu'il ne faut jamais négliger. Et est-ce que ça les a pesés? Est-ce que la post-quarantaine, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de Covid la première fois, ce qui fait que derrière, ça a été un peu plus difficile pour certains joueurs? C'est très possible. Le problème, c'est qu'on repart dans une situation de quarantaine actuellement. Et il faut relancer la machine. Exactement. Et combien de cas combien de joueurs vont être impactés par le Covid? Donc, c'est vraiment dommage parce que la dynamique des deux matchs, si on fait abstraction justement de ce que tu disais avant d'un Berne décimé, bref, on fait abstraction de ça, c'était convaincant, c'était une bonne dynamique et tu sentais qu'il y avait une montée en puissance. Donc là, maintenant, va falloir tout recommencer à zéro. Et ça, c'est l'aspect le plus agaçant, je trouve, dans cette quarantaine. Tu parlais de McTavish. C'est vrai que quand on regarde jouer Lausanne, ce qui est intéressant, peut-être parce qu'on avait perdu un peu cette notion avec les dernières années, et même aussi avec Heinz Sellers, quand Heinz Sellers était le coach, où il avait son système qui était très hermétique. Bon, il se trouve que ça passait, mais Lausanne a voulu changer de dimension en engageant des joueurs un peu plus offensifs. Il y avait ce carcan finlandais de Peltonen. Puis là, on a l'impression que McTavish a les joueurs, il sait faire jouer les bons joueurs aux bonnes places. Et elle est finalement assez bien construite. On n'était pas sûr de tout ça, parce que les premiers matchs de Gibbon, c'était pas forcément extrêmement pertinent. Puis là, en le voyant jouer, on se dit que ce joueur, il a clairement sa place dans cette équipe et qu'il est très 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 utile. Que quand Emerton rentre, il est bon. Konaker,
J'attends encore confirmation parce que Conacher, c'est un petit peu plus difficile. On l'attendait très fort, on est presque un peu déçu. Et là, il revient à un niveau où il commence à marquer des buts. Il commence à être le joueur dont on se souvenait quand il était à Berne. Mais c'est pas la focale non plus. C'est quand même, mine de rien, c'est quand même toujours Denis Malgin qui prend le leadership, ne serait-ce que technique. Comme tu dis, il n'est pas obligé de marquer. Le but qui vient, c'est le 7e, donc il compte pas finalement. C'est pas grâce à ce but-là que Lausanne a gagné, mais l'impact de Malgin au fur et à mesure et dans tout le jeu, même s'il a moins joué, je crois, lors du dernier match d'ailleurs, beaucoup moins que d'habitude, c'est quand même le meilleur compteur. Et je parlais de la quarantaine, là, ce qui va être intéressant de suivre, c'est aussi combien de temps ils vont devoir l'être. Est-ce qu'il y aura une quarantaine collective qui va aller au-delà du match du 8 janvier contre Langnau, parce que c'est pas encore, il y aura des tests. Les tests ont eu lieu mercredi matin, vu que vous ne nous écoutez pas avant 17h, vu qu'on le sort à 17h cet épisode. Et on ne peut pas non plus trop se prononcer sur la question Denis Malgin à ce moment-là, parce que c'est clair. Au moment où on enregistre cet épisode, on est toujours dans la situation où il est placé au ballottage depuis mardi soir 18h. Nous, c'est midi quand on enregistre actuellement. On est en plein dans le processus. On n'a rien entendu, mais en même temps, c'est complètement normal qu'on n'ait rien entendu parce que le processus se passe comme suit. Et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je ne t'arrêterai pas. C'est que les équipes qui n'ont... Enfin, toutes les équipes, sauf Toronto, évidemment, peuvent réclamer le joueur. Et à 18h, si 0 équipe le réclame, il est libre, il peut être passé en Ligue mineure ou en Europe ou par Toronto. Il reste dans l'organisation de Toronto, mais il a passé le ballottage, donc personne ne l'a réclamé. Si une équipe le réclame, à 18h, elle sera annoncée. Denis Malgin rejoint X. Par contre, si 4 équipes le réclament, ou 25, peu importe, c'est le classement, il y a un ordre de réclamation, on va dire, qui est inversement, ça, c'est l'inverse du classement de la saison dernière. Tampa Bay est le dernier à pouvoir réclamer un joueur, puisque c'est eux les champions. Voilà. Donc, c'est l'ordre inverse. Donc, l'équipe la moins bien classée la saison dernière de celle qui va vouloir le réclamer, si elles sont plusieurs, pourra avoir Denis Malgin. Donc c'est pour ça, moi j'ai un ami qui m'a écrit pour me dire ça fait 12 heures qu'on n'a pas eu de nouvelles, c'est bien, c'est bon signe. Je dis non, c'est pas bon, enfin, je lui ai pas répondu encore, mais c'est pas bon signe, c'est juste que c'est comme ça, c'est normal en fait. On ne saura qu'à 18h05, 6, voilà. Si oui ou si non en fait. Exactement, donc nous on peut pas se prononcer là-dessus, on a abondamment parlé de Denis Malgin, de est-ce qu'il va rester à Lausanne, est-ce qu'il a peut-être pas envie d'aller en NHL, ça on en a abondamment parlé, mais là en fait la question ne lui est pas posée actuellement. La question c'est est-ce qu'un autre club va le prendre qu'est-ce que ce club veut faire avec ? Et qu'est-ce que ce club veut en faire ? Et ce club ne pourra pas directement le parquer à Lausanne, devra le mettre dans sa première équipe et lui-même faire aussi le processus de ballottage s'il veut l'envoyer en Europe. Donc je pense que si quelqu'un le réclame, c'est pour le faire jouer dans son équipe. Ça me semblerait logique, du moins, ou en tout cas, le faire intégrer le camp de préparation. Mais avec les camps qui ont commencé sans match de préparation, avec les quarantaines à suivre, je trouve que ça fait beaucoup de haies, mine de rien. On parle que de Denis Malgin. Alors oui, il nous enchante en National League, mais il nous enchante en National League. On parle de la National Hockey League. Oui, c'est un joueur de National Hockey League. On n'est pas dans le même cas qu'un Damien Ria et tout. Enfin, mine de rien, les processus au NHL ont commencé maintenant, c'est lancé. Tu fais tes lignes lors du camp d'entraînement pour pouvoir être prêt le 13 janvier. Là, en fait, tu prendrais potentiellement un type pour le faire jouer à partir du, du 17-18 janvier. Est-ce que c'est très utile ? Je sais pas. J'ai plus l'impression qu'on se dirige... à la rigueur, qui reste dans l'organisation des Leafs, qui lui ont offert ce contrat one-way à 700 000, et puis que quand la saison suisse sera terminée, viens nous donner un petit coup de main, parce que plutôt que d'aller en vacances, là pour le coup, ou avec l'équipe de Suisse au championnat du monde inutile, ou je sais pas quoi, viens chez nous, puis potentiellement nous être utile si on a des gars qui sont blessés. Réponse à 18h. Si vous avez écouté cet épisode après 18h, vous pouvez aller sur Twitter voir la réponse. Mais par contre, les Toronto Maple Leafs, là, j'en ai perdu tout ce que j'avais sur moi quand j'ai vu que Joe Thornton, ne serait-ce que... Je sais que c'est que le début du camp, mais qu'ils le mettent ailier de la première ligne avec Mitch Marner et Auston Matthews. Quand on a vu Joe Thornton jouer,
des mains incroyables, oui, Jumbo Joe, tout ce que tu veux, extraordinaire, 1 point par match en Suisse. Mais la vitesse, j'avoue que là, je comprends. Simultanément, dans la même organisation, tu te dis que tu n'as pas besoin de Dennis Malgin, qui est flamboyant en Suisse depuis le début de saison et qui va vite, qui est un joueur moderne. Et oui, alors, Thornton, il va te vendre des maillots, il va faire tout ça. Je comprends l'aspect marketing là derrière. Mais première ligne. Hein. Mais première ligne. Le marketing en 4e ligne, il n'y a aucun souci. Puis un peu de powerplay parce qu'il est tellement fort et qu'il fera ses points, il n'y a aucun souci parce qu'il est tellement talentueux, il a une telle vision. Mais première ligne. Mais je sais pas. Est-ce que les gens du scouting des autres clubs de NHL ont ne serait-ce que regardé les matchs en Suisse? Je parle plus de Thornton, là je parle de Dennis Malgin. Si oui, et s'ils prennent au sérieux notre championnat, et après l'arrivée de Kubalik la saison dernière, à plus ou moins le même âge que Dennis Malgin, donc ce que Kubalik a fait en Suisse, Malgin fait plus ou moins la même chose à sa façon, dans un autre style. Mais tu dis, bon, ok, cette ligue, Kubalik, la transition, elle a été très très simple. Pourquoi ce ne sera pas le cas pour Malgin de refaire ce qu'il fait là et de le poursuivre à NHL dans une niche qui pourrait être bien pour lui, à savoir un club peut-être moins fort ou moins bien loti que Toronto, mais où tu peux lui donner une 2e ligne et puis dire, ben voilà, vas-y, fais ton truc. Tu as vu, à part ça, tu parlais de Kubalik. Il a sur la ligne au camp d'entraînement des Blackhawks, c'est Pius Suter qui est le centre de Kubalik avec Andrew Shaw, je crois, sur l'autre aile. Et là, pour le coup, Pius Suter, alors Kourachev, là, je suis un peu j'ai pas compris pourquoi il était parti de Lugano finalement. Pius Suter, c'est plus intéressant parce que les lignes de centre à Chicago, alors elles sont ouvertes avec pas mal de blessures, notamment Kirby Dach et puis, si je dis pas de bêtises, Jonathan Taves. Donc là, pour le coup, Pius Suter, il a une réelle chance d'être dans le roster au jour 1. Et je me réjouis effectivement de voir Pius Suter en NHL. Ça va être très intéressant. Parenthèse fermée, si on revient sur Lausanne, on est obligé de parler un peu du passé. On ne peut pas tellement se projeter parce qu'on ne sait pas, comme tu disais, jusqu'à quand on aura. Il y a aussi une chose que je voulais noter et je voulais avoir ton avis à ce sujet. Est-ce que Lausanne, aujourd'hui, on va dire début janvier, possède le meilleur duo de gardiens de la Ligue? Oui, ouais, je pense qu'on peut le dire. Ouais, je serais pas loin de le penser. Hein. Du côté de Zug, c'est quand même pas mal, je trouve. Mais Giannoni, oui, le 2e gardien, est-ce qu'il joue beaucoup, Luca Hollenstein? Ouais, mais Hollenstein, il est vraiment pas mal. Hein. Ouais, oui, c'est un très bon jeune. Vraiment, vraiment pas mal. Là où tu peux pas faire le même argument en disant Berra, parce que Berra met Hughes derrière. Je pense que Hollenstein, c'est un autre niveau. Donc, mais oui. Disons que l'écart entre le numéro 2, à savoir Boltzhauser, et les numéros 2 du reste de la ligue font que ça te fait le meilleur duo, on va dire, avec Tobias Stefan qui est un excellent numéro 1. Et moi, je vois pas où tu peux avoir un meilleur duo qu'à Lausanne. Et tous les soirs, tu sais que peu importe qui tu envoies dans le filet, tu n'auras pas de problème. Et maintenant, question, Boltzhauser qui est en fin de contrat, tu fais quoi si t'es l'agent de Boltzhauser et si t'es Boltzhauser? Parce que finalement, t'as pas tes matchs, t'en as pas beaucoup, mine de rien, même si c'est mieux réparti que par le passé, que Stéphane a quand même son âge, et je pense aussi que c'est ça qui fait la force, c'est qu'il est beaucoup plus frais pour jouer le nombre de matchs. Là, on sait qu'avec les quarantaines, il y aura de nouveau des matchs qui vont être replacés, donc il va falloir avoir de bons gardiens. Tu fais quoi? T'es Boltzhauser. Ah, mais je suis à Lausanne, j'ai quand même des matchs. Stéphane n'est pas éternel, je me sens bien, je reste. Ou je cède peut-être aux sirènes d'un club qui va me dire ouais, viens, nous on te donne une place de 1A, un peu à la manière de ce qu'on avait avec Zurkirchen et Schlegel. Il se trouve que Schlegel est clairement maintenant le numéro 1 parce que Zurkirchen est blessé, mais même, je pense que Schlegel est le numéro 1 à Lugano. C'est intéressant, hein. C'est dur à dire, parce que moi, il y a un banc qui pourrait me faire dire que ça pourrait être intéressant pour Boltzhauser, c'est Berne. Berne, ils ont Wüttrich, qui est leur futur, qui est leur gardien pour les 10 prochaines années. Là, ils ont Karunen qui prend une place d'étranger. Est-ce que tu te dis, ok, Boltzhauser, c'est un excellent numéro 2, ça peut être un numéro 1 s'il le faut, il prend pas une licence d'étranger, ce qui est quand même pas perdu. Et si tu vas vers lui puis tu dis, écoute, t'es le numéro 1 bis derrière, avec Wüttrich, on te donne 20 matchs, on te les assure. Est-ce qu'il signe? Peut-être. Sinon,
tu préfères être quoi? Tu préfères être numéro 1 à Rapperswil à la place de Niffler ou être numéro 2 à Lausanne en sachant qu'avec un Tobias Stephan qui aura une année de plus, bah, tu peux peut-être même être le successeur de Stephan à la fin de son contrat. Moi, je pense que je préfère quand même être numéro 2 à Lausanne avec la perspective de suppléer Stephan, sachant que Zurkirchen et Schlegel, par contre, tu disais, sont en fin de contrat aussi. Ouais. Est-ce que Schlegel va rester? Lugano aurait tout intérêt. Mais si Berne n'est pas intéressé par Bolshauser parce qu'ils se disent non, mais Wüttrich, il mérite 45 matchs, c'est notre numéro 1. Puis on prend un Manzato, vu qu'il a annoncé au Pécaliste qu'il ne restait pas à Genève. Puis qu'il est Bayern, pas loin de Berne. L'autoroute, elle est directe. Ouais. Et Manzato, tu viens, tu nous le mentors un petit peu, notre gamin, mais tu sais que tu vas très peu jouer, mais c'est pas s'il faut, tu le feras. Mais voilà. Ça, alors dans ce cas-là, je pense que Bolshauser aura tout intérêt à re-signer. Sinon, Rapperswil, Lugano, il peut prétendre à la place de numéro 1 si Lugano ne garde pas Schlegel ou si Rapperswil ne garde pas Niffler, parce que Niffler, il va avoir un marché aussi, je pense. Complètement, ouais. Schlegel, Niffler a de marché. Hein. Si tu m'avais posé la question il y a 6 mois, ou au moment de la signature de Stephan, je t'aurais dit non, mais je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Le pauvre, il va jamais jouer, parce que Stephan joue beaucoup. C'était pas il y a 6 mois, c'était il y a... Ouais, je dis il y a 6 mois ou quand il a signé. Ah ouais. Parce que Stephan joue beaucoup. Là, non, le filet il est partagé. J'ai vraiment l'impression que ce poste-là est bien géré. J'ai jamais entendu la moindre vague autour des gardiens, ou de temps en temps tu peux entendre. Et il y a Christophe Alluet aussi comme coach, ce qui est quand même pas négligeable. C'est quand même pas négligeable. Des fois, tu entends une vague, tu dis, il commence à être un petit peu frustré de ne pas avoir joué depuis 4 matchs. Rien, pas une vague. Je dis pas qu'il n'y en a pas, ouais, mais en tout cas, c'est un poste à Lausanne où c'est la sérénité absolue. Et donc, finalement, pourquoi pas continuer comme ça? Si le prix que tu es prêt à payer pour ton deuxième gardien convient à Bolshauser, feu quoi. On a 3 questions encore, il y en a 2 concernant Lausanne et une dernière, on va finir là-dessus. C'est Brian sur Twitter dans Overtime, sur MySport, il était dit que Iñaki Bragano jouerait en National League la saison prochaine car il avait reçu plusieurs offres. Est-ce que le LHC va enfin garder un junior prometteur ou est-ce qu'il va devoir aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu? Alors moi je souhaite à Bragano d'aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu, mais quand je dis ailleurs, c'est à Ambry, c'est à Rapperswil, même de moins en moins, mais quand même, c'est à Langnau, c'est un endroit comme ça où on va lui donner du temps de jeu. Parce que si tu regardes la défense de Lausanne, et on l'a suffisamment dit par le passé... je dirais qu'il a le poste de Marty en fait, un peu... mais pas le même style. Bragano, il est un peu plus offensif. Hein. Justement, puis l'année prochaine, ton contingent, il est vraiment complet. Tu as Barberio, tu as Frick, tu as Grossman qui est encore sous contrat. Glauser. Eldner, Glauser qui va arriver. Marty est sous contrat. Pas de place. Pas de place pour le faire progresser, pour lui donner un vrai rôle qu'il mérite d'avoir pour son développement à lui aussi, finalement. Donc, si tu te dis, OK, Lausanne a trouvé une solution pour, par exemple, se séparer de Grossman, admettons. Je dis, ouais, mais c'est le plus logique, parce que c'est celui qui a le contrat qui se termine le plus vite, donc c'est complètement... Voilà, ou Giannazzi, par exemple. Ouais. Tu te dis, on trouve une solution, on met Giannazzi ou Grossman quelque part, parce que le but, c'est de prendre Baragano et de le faire jouer à cet endroit-là, parce qu'on croit en lui, on veut lui donner sa chance. Mais alors, super, et ce serait une bonne chose qu'un jeune Lausannois soit mis en avant et ait du succès à Lausanne. Ce serait vraiment super. Mais par contre, si ça ne bouge pas, si le contingent ne bouge pas à Lausanne, moi je lui souhaite de faire 2 ans dans un club moins huppé, quitte à revenir dans 2 ans en étant un défenseur établi de National League à Lausanne, parce que... Le mieux, ce sera un prêt, je pense. Si tu es à Lausanne puis que tu veux construire avec des jeunes que tu avais dans ton mouvement junior, prêter, mais ne serait-ce qu'en National League, effectivement, pas en Swiss League. Alors, ce serait une option. Après, est-ce que dans les montagnes grisonnes et le jeunisme ambiant dans les montagnes grisonnes va peut-être faire que Rafaner va l'appeler en disant on a de la place en défense, on a Dubois qui s'en va. Il y aura des opportunités pour un jeune, ça va pas être, personne va lui donner du power play ou lui donner 15 minutes en Liga, en National League, ça va pas arriver. Par contre, il faut à un endroit, il aura une opportunité, et ce serait bien, je trouve, qu'il ait sa place quelque part, mais il y a vraiment pire que de rester à Lausanne pour lui aussi, si la confiance est là, ou alors si Lausanne arrive avec sa pyramide à dire
t'inquiète pas, on te place en Swiss League de temps en temps, mais tu vas revenir à la première occasion ou au premier blessé, mais entre-temps, tu restes en bas. C'est aussi une bonne option. Hein. Mais quelle transition, parlons de pyramide, mais Greg. En plus, tu le sais pas, donc c'est ça qui est encore plus fort. C'est vraiment complètement fortuit, et c'est vrai. Émile Gallet, Kashka réussit bien en Swiss League. Vu qu'il fait partie de l'échange avec Vermin et qu'il n'aura qu'un an avant de compter comme étranger, attention, on va mettre un petit bémol là. Faut-il s'attendre à ce qu'il rejoigne le LHC l'année prochaine afin d'évoluer à C pour justifier un statut d'étranger dans 2 ans? Ce côté des étrangers licence suisse, on ne peut pas encore le compter clairement maintenant. C'est une proposition. Oui. Donc, difficile. Par contre, l'intérêt, c'est que Kashka réussit effectivement bien, il est top scorer des Ticino Rockets. On aime bien, on parlait de Malguin à Toronto. Est-ce qu'il est mieux à Lausanne, où il peut se développer, ou d'aller à Toronto? C'est un peu la même chose avec Kashka à un niveau beaucoup plus bas. Chaika, pardon, ouais. Pas grave. Est-ce que c'est mieux pour Chaika de rester en Swiss League? C'est sa première véritable saison en Swiss League. Il était dans les juniors élites de Genève avant. Mieux d'aller là et d'être le numéro 1, le centre numéro 1, qui est sur le powerplay, qui a du temps de jeu, plutôt que de venir faire la 4e ligne à Lausanne. Je pense que pour lui, pour Chaika, c'est mieux d'être en Swiss League pour l'instant. Oui, puis il n'est pas non plus en train de... Enfin, il brûle pas la ligue, c'est ce que il brûle pas la ligue. Dans les joueurs suisses, tu as Arnaud Montandon qui a 24 matchs, 37 points. Et Chaika, il a 17 ou 18 points. Alors, Montandon a 29 ans, Chaika en a 20. Mais pour dire, il ne s'est pas rendu à ce point indispensable pour qu'un club qui vise le top 4, hein, parce que c'est quand même à l'avenir un club du top 4, Lausanne, établi, qui doit s'établir dans le top 4 et qui veut s'établir dans le top 4. Moi, je pense pas, non. Moi, je pense que Chaika, s'il veut jouer en National League, il faudrait plutôt qu'il reste au Tessin puis qu'il gravisse les échelons de la pyramide d'Ambry, qui fonctionne bien avec Biasca. Mais là aussi, il y a une année, visiblement, Genève croyait très très fort en lui. Là, ils l'ont quand même mis comme ajout dans un échange avec Lausanne, donc ils ont un peu arrêté de croire en lui aussi, j'ai l'impression. Ouais, ou alors là tu vois de cette façon-là où je peux te dire, ouais, mais Lausanne a poussé pour avoir lui, ils avaient peut-être pas trop envie de le céder en se disant non, il a du potentiel, puis finalement, faut bien accepter de lâcher quelque chose en retour, finalement. Peut-être, c'est une façon de le voir complètement, mais moi je pense pas que... Alors après, par contre, là où je compare avec d'autres équipes, faire 17 points en 26 matchs, c'est peut-être plus compliqué de les faire à Biasca que de les faire à Langenthal si tu joues avec les étrangers, ou à Sierre si tu joues avec les étrangers. Alors, il faut juste remettre quand même ce chiffre-là. En parlant, je me rends compte qu'il ne faut non plus pas minimiser ces points qu'il a fait. Mais moi, j'ai quand même l'impression que j'aime bien la pyramide de formation qui a été mise à Lausanne. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à avoir un club ferme avec Martini en Swiss League pour avoir... ce club ferme à disposition et à 3/4 d'heure de route et non à 4 heures. Mais moi, je pense que Chaika, en tout cas la saison prochaine, c'est pas un joueur qui va t'apporter quelque chose en National League. Donc, tu as tout intérêt à ne pas l'avoir en National League, quitte à le prêter là aussi. Alors, tu le gardes dans la pyramide, mais tu le prêtes à Ambry, à Langnau, à un club qui pourrait l'utiliser à bon escient. On pourra poser la question à Boubi Lauper, qui a fait son premier match avec les Ticino Rockets, qui a d'ailleurs marqué le seul but. Oui. On connaît bien Boubi, on pourra lui demander son avis sur Chaika. Je suis sûr qu'il aura un avis très pertinent à ce sujet. Dernière question, on va la faire assez vite, c'est Tom Mayo sur Gregory Hoffman. Est-ce qu'on a entendu des bruits de couloir comme quoi il pourrait aller en NHL? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui peut être intéressant pour Greg Hoffman, c'est d'avoir 28 ans et de ne plus avoir besoin de passer par un contrat two-way. C'est un peu la voie de Gaëtan Haas, d'avoir un one-way et d'avoir un salaire NHL assuré, toujours plus intéressant. Est-ce que toi, tu as entendu quelque chose? Non, j'ai absolument rien entendu. Par contre, effectivement, quand il avait signé, ça avait été une des phrases mises dans le communiqué de Zug, que c'était un contrat sans clause de NHL. Je pense qu'au moment où il le signait, il ne s'attendait pas à ce que l'accord NHL, National League, existe aussi rapidement. Donc, il est en tout cas libre
de pouvoir s'engager en NHL dès la saison prochaine s'il en a l'envie et si un club le souhaite. Ce serait super. Moi, je trouverais super et j'ai toujours regretté qu'il n'ait pas eu sa chance ou qu'il n'ait pas tenté de jouer en AHL à un moment pour se faire sa place en Amérique du Nord. Mais je pense qu'il doit quand même être bien à Zug aussi. Et je ne parle pas d'argent non plus, mais Non. il est dans un système où le jeu tourne autour de lui, où il est mis en valeur, où chaque année, il va avoir une chance de gagner le titre. Il faudrait vraiment que l'offre de NHL soit intéressante pour mettre tout ça de côté, même pour une année. Donc, j'aimerais bien qu'il y aille, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai rien entendu. Mais honnêtement, je ne crois pas que je l'aurais entendu. Vu mes canaux d'information, je ne pense pas que je serais en mesure de l'entendre. Épisode au long cours qui vient de s'achever. On a bientôt fait 1h30, c'est n'importe quoi. Moins d'équipes jouent, plus on fait long. Il faut vraiment qu'on se calme. Épisode 15 qui se termine. On en saura bientôt plus concernant les points d'interrogation sur Denis Malgin, sur l'éventuelle quarantaine prolongée du Lausanne HC. Bref, restez informés via nos différents comptes ou sur les réseaux sociaux. Les médias font ça très bien, il n'y a pas besoin de nous non plus. Et en tout cas, d'ici le prochain épisode, la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On en a gardé nous deux sous le coude encore, notamment le surnombre zougois Davosien contre Zug. On en parlera peut-être la semaine prochaine. On savait qu'on arrive à 1h30, donc on ne peut pas non plus tout dire. Posez-nous vos questions, suivez-nous, abonnez-vous. N'oubliez pas de faire vos équipes Hockey Manager et puis profitez bien de ce début d'année. Bonne année!